merci d'avoir répondu présent. Je ne vous cache pas qu'on est quand même un tout petit peu déçus parce qu'on devait vous recevoir dans un endroit lumineux et gai, qui sont les bureaux d'André Courrèges dans le 8e, un endroit qui est magnifique, qui est proche voilà, du ciel et des nuages. Par ces temps incertains et un peu suspendus, on s'est un peu questionné, on s'est dit mais finalement, est-ce qu'on n'est pas hors sujet, est-ce qu'on n'a pas intérêt à reporter? Et puis au fond, et après en avoir discuté avec Philippe, Xavier et Claude, que je vais vous présenter dans quelques instants, on s'est dit ben, parler de sens, ce n'est pas complètement hors sujet par les temps qui courent, donc maintenons l'événement, même en digital. Voilà. Et puis, pour vous redire également que la publication qui donne lieu à ce webinaire, en fait, on la met en ligne juste après. Et donc, vous pourrez la télécharger sur notre site sans aucun problème. Donc voilà, je pense qu'on peut démarrer. Vous êtes relativement nombreux à vous être connectés. Merci encore et bonjour à nouveau à toutes et à tous. Donc, pour partager le sujet aujourd'hui, témoigner et dialoguer avec vous, je remercie nos 3 invités. Donc, tout d'abord, Claude Fromageau, qui est directeur développement responsable du groupe Rocher et administrateur de la Fondation Yves Rocher. Je précise que le groupe Rocher, pour ceux qui ne le savaient pas peut-être, est passé société à mission. Nous avons également Xavier Galliot, qui est Chief Sustainability Officer d'Essilor. Donc, Essilor, qui a adopté une mission, on va en parler tout à l'heure, mais qui n'est pas encore, j'oserais dire, société à mission au sens de la loi Pacte. Nous avons enfin Philippe Zawati, qui est directeur général de Mirova, voilà, une filiale du groupe BPCE, et qui est société à mission, ou qui va l'être dans quelques jours. Philippe nous en dira un peu plus. Et j'ai le plaisir d'animer ce débat. Donc, je m'appelle Anne-France Bonnet. Je dirige le cabinet Nuova Vista, qui est société à mission également depuis février dernier. Donc, merci à tous les 3 de partager ce moment avec nous. Pour vous préciser donc, comment ça va se passer, comme vous êtes très nombreux, vous êtes maintenant 80 personnes à nous suivre, on voulait vous proposer pour assurer une certaine fluidité et une interactivité, même si c'est compliqué par mode digital, de vous proposer d'interagir tout du long par l'outil Klaxoon, ce qui vous permet de poser des questions, de ne pas attendre la fin au fil de l'eau. Donc peut-être, Manon, tu peux nous en dire 2 mots pour bien éclairer sur la méthode. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc pour rejoindre Klaxoon et poser vos questions, comme l'indiquait Anne-France, vous avez 3 options. C'est très simple, vous n'avez pas besoin de vous créer. Donc soit vous utilisez le QR code qui s'affiche ici sur les slides, soit vous allez sur klaxoon.com et vous rentrez le code qui s'affiche ici, donc HR2YU47. Soit vous cliquez sur le lien que je viens de vous envoyer dans le chat, la conversation du webinaire Zoom. Donc, si jamais vous n'arriviez pas à vous connecter du tout, vous pouvez toujours nous envoyer vos questions directement dans le chat et on tâchera de les ajouter au klaxon. Voilà. Anne-France, je te laisse continuer. Merci beaucoup Manon. Un petit point de détail pour que ce soit plus convivial, quand vous poserez vos questions, n'hésitez pas à mettre vos prénoms sur les post-it. Comme ça nous permettra d'être plus personnalisés dans les réponses qu'on fera à vos questions. Et puis, pour finir de vous éclairer, ce qu'on voulait vous proposer ce matin, puisqu'on a prévu de terminer à 10h30, c'est d'abord de nous aligner sur le sujet, donc de quoi on va parler. Et en fait, je vais vous faire une hyper synthèse en quelques slides de la publication que vous pourrez télécharger par la suite. Ensuite, on proposait à Claude, Xavier et Philippe d'interagir autour de 3 grandes questions. Voilà, pour qu'ils puissent vous partager leurs questions et leurs convictions. Et enfin, on terminera avec une partie, voilà, une bonne trentaine de minutes de questions-réponses à partir des post-it que vous allez nous envoyer via Klaxoon. Alors,
je vais peut-être par correction également dire quelques mots sur Nova Vista qui existe depuis 2009 maintenant. Donc, Nova Vista est un cabinet de conseil que j'ai créé il y a maintenant 11 ans pour accompagner les entreprises, mais également les fondations et les associations qui cherchent à expliciter, développer et évaluer leur contribution sociétale. Nos différents leviers d'action, là vous devez le savoir, c'est bien sûr les politiques de responsabilité, mais également les formulations et les inscriptions statutaires de raison d'être et de mission, et enfin les stratégies d'impact des acteurs d'intérêt général. Nous avons évidemment nous-mêmes une mission, je vous l'ai dit, et au-delà de la certification Bicorp, ça sera intéressant également de mettre ça au regard de notre sujet du jour, à savoir articulation, raison d'être et responsabilité. Et enfin, un point intéressant qui peut vous donner un aperçu d'ailleurs de l'un de nos objectifs statutaires, c'est qu'on est très mobilisé sur l'évolution voilà, des normes sur tous ces sujets-là. Et nous avons été co-initiateurs de la communauté des entreprises à mission en 2018 avec les mines, Citizen Capital et la CAMIF. Donc voilà très rapidement pour Nova Vista. Alors, si on veut se replonger dans le sujet du jour, pourquoi on a voulu creuser finalement cette question de l'articulation entre RSE et raison d'être? En fait, la question ou la réponse à la question, vous la touchez tous du doigt un peu aujourd'hui. Nous, on est complètement immergés au quotidien sur ces sujets. Et en fait, on mesure à quel point il y a un flou et à quel point ces deux concepts sont appréhendés de façon très peu argumentée, ou on va dire à géométrie variable en fonction de nos interlocuteurs. Un peu comme si on fait un raccourci, un peu comme si la RSE qui existe, en tout cas qui se normalise depuis 20 ans dans les organisations, avec l'arrivée de la raison d'être, et ben en fait, c'est le deuxième étage. La raison d'être serait la RSE 2.0. Et notre conviction, vous l'avez compris, c'est que d'avoir ce raisonnement un peu simpliste nous ferait passer totalement à côté de l'enjeu qui nous est proposé aujourd'hui, pour faire simple. Mais néanmoins, ces deux concepts-là, s'ils sont différents et qu'ils ne procèdent absolument pas du même exercice, méritent d'être articulés en conscience. Donc, c'est pour ça en fait qu'on a passé un peu de temps, parce que nous, chez Nova Vista, on aime bien réfléchir en collectif. On a passé quelques mois à explorer collectivement le sujet, avec donc une dizaine d'entreprises, des experts, et également une experte de la part de l'humain dans le changement, pour aboutir à la publication qu'on vous propose aujourd'hui et autour de laquelle on propose cette conversation par ce webinaire. Alors, ça va vous sembler un petit peu scolaire, mais nous, on aime bien l'exercice de la sémantique. Et aujourd'hui, finalement, à travers la loi Pacte, le monde de l'entreprise se réapproprie le sens des mots. Donc, un premier éclairage viendrait tout simplement de regarder quelle est la signification des mots qu'on utilise aujourd'hui. Donc, pour la RSE, c'est assez facile. La RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise, la définition, aujourd'hui, elle est internationale. Elle existe depuis 10 ans et elle a été formulée après des débats houleux et longs à travers ce que vous propose l'ISO 26000. Donc, il s'agit de la responsabilité d'une entreprise vis-à-vis des impacts de ses décisions et de ses activités sur la société et sur l'environnement, se traduisant par un comportement éthique et transparent qui contribue au développement durable et prend en compte les attentes des parties prenantes. Donc là, la définition, elle est claire. On voit bien que l'on regarde ces activités, on en décrypte les impacts avec ces parties prenantes et qu'on définit les actions associées pour limiter les impacts positifs et optimiser les impacts, limiter les impacts négatifs pardon, et optimiser les impacts positifs. Le sujet de la raison d'être est beaucoup plus, on va dire, exploratoire. La loi se garde bien d'en donner une définition précise. Si on regarde ce qui se passe dans le champ de la philosophie de la métaphysique, on est sur le sens, la cause véritable et profonde de l'existence d'une chose ou d'un être. Et donc, quand on regarde ce que nous propose le rapport Nota-Sénard ou le préambule de la loi, donc là, on en vient, alors attendez, parce que là, j'essaie de voir l'écran totalement, parce que je vois les petites pastilles des photos des intervenants qui me les bloquent.
Mais au fond, la raison d'être, ça exprime ce qui est indispensable pour remplir l'objet de la société. Cela permet de ramasser en une formule ce qui donne du sens à l'objet collectif qu'est l'entreprise, un guide pour déterminer les orientations stratégiques de l'entreprise et les actions qui en découlent. Donc, on voit bien qu'on ne regarde pas du tout vers le bas et sur les impacts de ces activités, mais on regarde plutôt vers le haut et on réfléchit au sens. Donc, en fait, ce qu'on pourrait se dire déjà on va dire les trois grands enseignements quand on regarde ces deux définitions, c'est que la raison d'être exprime la question de l'utilité en majeur, en répondant à une question fondamentale quant au pourquoi de son existence, au risque de sa mortalité et à sa projection dans le monde de demain, au choix et au renoncement à opérer. L'entreprise, cet objet d'intérêt collectif, si on reprend le propos du rapport Nota-Sénar, explicite par sa raison d'être son utilité pour son écosystème et la société aujourd'hui et demain. Un deuxième enseignement, c'est que clairement, une raison d'être exprime une obligation de moyens, au-delà d'être un inspirant. Donc, une raison d'être ne se limite pas à une intention. Sans les leviers pour la faire exister, il s'agira d'un slogan, mais pas d'une raison d'être. Et enfin, le troisième enseignement, et là qui est clairement explicité dans les textes, c'est que la raison d'être constitue une boussole au-dessus de la stratégie qui sera consacrée par l'inscription statutaire. Donc, c'est vrai qu'on peut le schématiser de cette façon-là, et on voit bien que quand on parle de responsabilité sociétale d'entreprise, c'est l'un des sujets qui découlerait de la boussole que constitue la raison d'être, et ça nous donne un premier éclairage sur l'articulation entre ces deux concepts-là. Il suffit aussi parfois de se plonger dans des évidences pour mieux comprendre, mais rappelez-vous également, mais c'est juste un rappel, parce que je pense que vous connaissez tous maintenant parfaitement l'articulation des deux articles de loi de la loi Pacte qui nous intéresse aujourd'hui. On a l'habitude, depuis la promulgation de la loi, de la présenter sous forme d'étages de fusée ou d'escalier. On a donc un premier niveau qui est l'article 1833 du Code civil qui a été modifié, rappelez-vous, puisque maintenant la prise en considération des enjeux socio-environnementaux est consacrée dans la loi. Et ensuite, et c'est ça qui était très innovant dans la loi Pacte, deux propositions qui ne sont que des propositions, donc avec le deuxième étage sur la raison d'être statutaire, avec l'article 1835 du Code civil, et enfin le troisième niveau qui propose cette qualité de société à mission. Donc là, ça nous donne un deuxième éclairage sur l'articulation entre ces deux concepts de responsabilité et de raison d'être. Un petit rappel peut-être pour bien s'aligner sur les différences, ou en tout cas l'articulation là également entre la notion de raison d'être et la notion de mission, qui est un peu explicitée par ce que je viens de vous dire sur la proposition réglementaire. Une raison d'être, les sociétés à raison d'être, en fait, celles qui sont sur le deuxième étage de la loi Pacte, sont des sociétés qui inscrivent dans leur statut leur raison d'être. Tout ce qui concerne les leviers d'activation, les objectifs, ne sont pas inscrits dans les statuts. Pour le cas de la société à mission, pour le coup, là, on a bien une raison d'être et des objectifs statutaires, un comité de mission statutaire, et cette obligation de transparence et de vérification par un organisme tiers indépendant. Et un autre point également qu'on ne vous a pas précisé ici, mais qui est bien sûr la révocabilité. Une société à mission se met en tension car elle peut perdre cette qualité de société à mission. Voilà, juste un rappel pour bien avoir la toile de fond quand on parle de raison d'être et de mission. Donc, si on revient à notre enjeu d'analogie et de différence, rien qu'en regardant la structuration de la loi, on commence déjà bien à comprendre que le registre de la responsabilité est désormais constitutif de l'intérêt propre de toute entreprise. Rappelez-vous, il y a un mot qui est très important dans le cadre de la loi, qui est celui de l'intérêt social. Dorénavant, il est reconnu qu'une entreprise a un intérêt social en propre, indépendamment de l'intérêt de ses actionnaire. Et donc, la responsabilité devient un arbitrage qui est censé être en day-to-day dans les conseils d'administration, dans les comités de direction, alors que pour la raison d'être et la mission, on voit bien qu'il s'agit de l'opportunité de se définir un projet collectif singulier, à long terme,
pour définir son utilité pour l'écosystème et la société. Donc là, ce qu'on vous propose, parce que ça, c'est un peu notre marotte, d'arriver à simplifier la complexité, donc en essayant d'être le plus juste possible, ce qu'on peut se dire, au fond, au niveau des analogies entre ces deux concepts-là, il y a bien sûr les parties prenantes. Donc la prise en considération des intérêts spécifiques de l'ensemble des acteurs liés à l'entreprise et donc au processus de création de valeur. Les parties prenantes, c'est vraiment quelque chose qui peut relier ces deux notions de RSE et de raison d'être. Il y a évidemment les défis sociaux et environnementaux. Donc, face à l'urgence des enjeux, l'entreprise ne peut plus penser sa légitimité indépendamment de sa contribution à leur résolution. Et enfin, en termes d'analogie, il y a aussi un cadre légal. D'un côté, on a l'article 1833 du Code civil, évidemment la DPEF, le devoir de vigilance, etc. Et aujourd'hui, avec la raison d'être, l'article 1835 du Code civil. Par contre, regardons les différences. Donc, si on regarde les différences, rappelons-nous la définition. D'un côté, il s'agit de recenser et d'assumer ces externalités sur la société, sur l'environnement, pour contribuer au développement durable, alors que pour la raison d'être, il s'agit du sens, de la cause véritable et profonde de son existence. Donc, si on regarde toujours du côté des différences, ça reviendrait à dire que la question posée pour la RSE, c'est quelles sont nos externalités et comment les traiter, alors que la question posée au regard de la raison d'être serait de se dire en quoi souhaitons-nous être utiles. Et enfin, en termes de cadre normatif, côté RSE, si on a l'ISO 26000, les ODD, la GRI, etc., côté raison d'être, place à la liberté entrepreneuriale, à la singularité et aux choix spécifiques de chaque acteur. Enfin, sur les synergies possibles, là aussi, ce qui est intéressant, c'est que, et vous allez le voir dans le temps, chaque entreprise raisonne de façon éminemment spécifique au regard de son niveau de maturité, de sa culture, de sa façon de faire. Mais ce qu'on a pu constater tous ensemble à travers cette exploration, c'est que finalement, il y a 3 grands types de synergies opérationnelles. Parce que là, on est bien non pas dans la définition de la raison d'être ou d'une mission, là qui est une toute autre histoire. Vous avez bien compris qu'aujourd'hui, on ne parlait que d'articulation entre les deux concepts, mais qu'à partir du moment où la raison d'être est définie, les grands types de synergies sont sur les objectifs, comment les objectifs d'une politique de RSE ou les objectifs associés à la raison d'être peuvent s'interfacer ensemble. Donc, est-ce qu'ils sont strictement identiques ou concurrents? Un deuxième type de synergie possible, et c'est vrai qu'on a des exemples déjà aujourd'hui, d'ailleurs chez Essilor, à la Maïf, ou chez Rocher, Claude et Xavier pourront en témoigner, donc avec une organisation qui est totalement commune, avec des Chief Mission Officers ou voilà, ceux qui coordonnent et qui pilotent la mission, la raison d'être dans l'organisation, qui ont intégré le département RSE dans leurs équipes, ou alors qui est en coordination. Et enfin, un dernier point en termes de synergie qui nous paraissait intéressant à ne pas oublier, qui est celui de la temporalité, et en fait, qui consiste à répondre à 2 questions assez simples. Peut-on se doter d'une raison d'être sans avoir au préalable une politique de RSE structurée en place? Ou peut-on se lancer dans une démarche de formulation de sa raison d'être et en même temps l'étayer par une approche plus normative pour assurer sa crédibilité et son impact? Et en fait, il nous semble que la réponse est oui aux 2 questions. En d'autres termes, la RSE n'est pas forcément un préalable, mais pour le coup, elle est toujours un socle à la raison d'être. Donc cela veut aussi dire que l'exercice de la raison d'être n'est pas du tout réservé aux grands groupes, qu'il est très intéressant, et on le voit d'ailleurs aujourd'hui avec les sociétés à mission qui se déclarent, il y a énormément de PME et TPE qui s'y intéressent. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de regarder, c'est que dans ces PME et TPE, il y en a beaucoup qui associent la labellisation B Corp pour conforter justement ce socle de responsabilité à l'adoption d'une mission. Donc, je pourrais continuer pendant des heures, mais là, place à nos intervenants.
Donc, ce qu'on voulait vous proposer avant de passer aux questions, c'est peut-être très rapidement de vous présenter nos différents intervenants à travers la mission dont ils se sont dotés, pour que vous voyez d'ailleurs à quel point l'exercice est extrêmement singulier, tant sur la forme, sur la sémantique, sur le ton, le style, et c'est ça qui rend les choses intéressantes. Donc, tout d'abord, Mirova. Donc, Mirova, très rapidement, Philippe, est une filiale à 100% de Natixis Asset Management. Mirova a été créée en 2014. On pourrait dire que Mirova est une mission native, puisque dès l'origine, Mirova s'est déclarée comme société de gestion de conviction dédiée à l'investissement durable. Donc, Mirova vient de se doter d'une mission donc inscrite dans ses statuts. Ensuite, donc, nous avons la mission du groupe Rocher. Donc, vous voyez à quel point déjà dans la taille et dans le ton, les choses sont différentes. Donc, le groupe Rocher, c'est peut-être pas la peine de vous le représenter. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il s'agit d'un groupe familial, donc, qui est dirigé par le petit-fils du fondateur, avec une activité répartie sur des métiers différents, puisque rappelez-vous, il y a des marques comme Yves Rocher, Petit Bateau, Pierre Ricot, Daniel Jouvence et autres dans le groupe, et qu'il s'agit d'un groupe international. Et enfin, Essilor. Donc là, Essilor qui s'est doté également d'une mission non statutaire à date, en 2013. Xavier nous parlera également de qu'est-ce que ça a créé comme impulsion et comme dynamique et comment ça s'est articulé avec tous les chantiers autour de la responsabilité qui existaient depuis plusieurs années. Peut-être aussi que Xavier pourra nous dire 2 mots sur le fait qu'il y a un rapprochement en cours avec Luxottica et qu'aujourd'hui, Xavier est là pour nous parler spécifiquement de Essilor. Alors, j'espère que je ne suis pas trop en retard dans le timing. Donc, c'est bon, Violaine? Violaine me dit oui. Donc, voilà, ce qu'on voulait vous proposer maintenant. Donc là, n'hésitez pas, chers participants, à envoyer vos différentes questions à Xavier, Philippe et Claude pendant que vous allez les écouter. C'est d'aborder 3 grandes questions. Et puis, chacun de nos invités y répondra en faisant les sorties de route qu'il souhaite, à peu près en 5 minutes. Voilà, et on tournera autour de ces 3 grandes questions. La première étant plutôt dans l'idée de dézoomons autour de la loi Pacte, et il me semblait important de revenir au fait de ne pas passer à côté de la proposition qui est faite et de se rappeler un petit peu quelle est l'intention derrière la loi. Donc, la raison d'être est-elle la dernière ruse ou la dernière chance pour refonder l'entreprise? J'emprunte cette formule, elle n'est pas de moi, à un chercheur très intéressant qui s'appelle Bertrand Valliorgue. Je vous recommande d'ailleurs un petit fascicule qu'il a écrit qui s'appelle « La raison d'être de l'entreprise » à la collection L'Opportune, un tout petit fascicule très bien foutu et où il creuse vraiment l'enjeu spécifique proposé qui est derrière la raison d'être, qui est celui de la gouvernance. Donc, vous pouvez le commander sur Internet. Et c'est vrai que la loi Pacte, en fait, quand vous lisez les différents textes, tente de contrer l'effondrement des 3 piliers de la gouvernance de l'entreprise. Donc, l'affectio societatis entre les actionnaires, l'objet social et l'intérêt social. Et donc, cette tentative de réforme de l'entreprise intervient à un moment particulier, donc, qui est marqué par l'essoufflement de la dynamique de progrès social et environnemental et un essoufflement qui prend en grande partie sa source justement dans la crise de l'entreprise et de sa gouvernance. Donc, au fond, que faut-il espérer? Donc là, je pose la question peut-être à Xavier et ensuite, chacun d'entre eux rebondira sur les propos des uns et des autres. Merci Anne-France, bonjour à tous. Donc c'est moi qui ouvre la discussion ou le bal. Oui, comme tu le disais déjà Anne-France, donc je vais parler d'Essilor. Essilor est en plein rapprochement, fusion avec Luxottica pour créer le groupe Essilor Luxottica. Et je vais principalement me focaliser sur Essilor et surtout son histoire,
puisque là, on pose la question, est-elle la dernière ruse, dernière chance? C'est par rapport à la loi Pacte. Et nous, on a défini notre mission en 2013. C'est-à-dire qu'on a vu arriver la loi Pacte et on était un petit peu, au début, on l'a un peu ignoré, pour être honnête, puisqu'on n'a pas eu besoin d'un cadre pour formaliser notre mission. On regarde aussi cette mission, et si on peut aller au-delà de la loi Pacte, c'est qu'il y a un mouvement très fort aux États-Unis. Business for Good, cette notion de mission est moins, comme d'habitude, moins structurée en Amérique du Nord. En revanche, il y a un fort mouvement dans ce sens. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore les Gaulois à penser que l'entreprise doit avoir une mission, on est seul au monde. Et souvent, il y a ce prisme et on peut nous le reprocher. Donc, c'est un mouvement global. C'était ça que je voulais mettre en préambule. Pour nous, ce n'était pas la dernière ruse, la dernière chance. On l'a défini en 2013. Je vous donne juste le contexte de la création, comment on est arrivé à cette mission. C'est que le développement durable, donc nous, on ne parle pas de RSE, on parle de développement durable. On est plus dans une logique de transformation. Alors, je ne vais pas faire de la provocation, mais on peut être responsable, mais pas durable. Donc là, il y a ce besoin de dynamique et d'adaptation perpétuelle. Donc, le développement durable a été explorateur et a travaillé, on va dire, les différents piliers académiques du développement durable ou de la RSE. Et c'est à un moment donné, de manière assez exploratoire, qu'il y a eu cette prise de conscience que quand on a cette paire de lunettes, et je vais le mettre parce que je suis le seul celui qui intervient qui ne porte pas de lunettes parmi nous quatre, donc je vais mettre mes lunettes, c'est que quand on met des lunettes sur le visage de quelqu'un, on change sa vie. C'est-à-dire que si tous les quatre, on enlève nos lunettes, on ne va plus du tout avoir la même productivité, la même interaction, la même acceptation de soi, etc., etc. Et cette prise de conscience sur le pouvoir, en fait, le côté positif social des lunettes, s'est fait en 2013. Avant, on était une société, donc Essilor, extrêmement technique. On faisait un produit, un verre transparent. Donc, le but, c'est de être le plus transparent possible. Donc, les gens n'en communiquaient pas beaucoup. On est une société culturellement qui n'est pas très, on va dire, vocal, qui est très visible. Donc, on a pris conscience que ce produit changeait la vie des gens. On était très technologie, techno-push. Et là, on s'est dit, regardons un peu tous les impacts liés à ça. Et la genèse s'est faite par le développement durable qui s'est fait, qui a été avec la fondation, avec les différentes fondations qui ont un peu exploré les différents, on va dire, business models ou les populations qui en avaient le plus besoin. Et on a posé l'équation en 2013 que les produits que nous mettions sur le marché servaient qu'une petite partie de la population mondiale, à peu près 1 milliard, et que l'enjeu de la mauvaise vision était sur les 2,5 milliards de personnes qui n'ont pas accès à la santé visuelle, à la correction visuelle, et qui en plus n'ont pas les moyens. Donc, cette mission, améliorer la vision pour améliorer la vie, quand on l'a définie, il nous a fallu aller dans la base de la pyramide et de manière massive. C'est ça le shift. C'était l'exploration principale par la fondation, par des petites alliances avec des parties prenantes, avec des ONG, prise de conscience de la positivité sociale du produit, prise de conscience qu'on est un leader et que si on ne change pas la donne, le mal-voir va progresser. Il est dans une zone ou sur une population qui n'est pas, entre guillemets, solvable, comme on a l'habitude de le faire. Il faut y aller parce qu'on a une mission. On ne peut pas être sélectif dans les personnes que l'on veut équiper. Et vu l'enjeu, il faut que ça soit de manière importante et massive. En fait, ce que je comprends, Xavier, c'est que l'adoption de cette mission a décuplé, a démultiplié, a ouvert la voie à un niveau d'ambition vertigineux. Complètement vertigineux. Ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue développement durable, on travaillait de manière assez exploratoire certains piliers, on montait en puissance et en préparation de cette réunion, c'est ce qu'on disait, c'est que le développement durable ou la RSE peut se construire progressivement en fonction des challenges sociaux, environnementaux. Donc, il y a une progression. Là, ce shift et cette prise de conscience interne, cette volonté culturelle, on verra ultérieurement sur la gouvernance, nous a projeté dans une ambition extrêmement forte qui nécessite des moyens importants.
que le don par la fondation traditionnelle, une fondation avec un petit budget, ne permet pas de résoudre. Et c'est là qu'on est arrivé à la création d'une division, d'un Chief Mission Officer, pour incarner cette ambition globale, et la création sur notamment la base de la pyramide, où il y a 2,5 milliards de personnes qui n'ont pas accès, qui n'ont pas conscience déjà du mal-voir, pour aller sur cela, avec des moyens importants. On verra si je ne pourrais pas prendre trop de temps, mais on a mis un fonds de dotation de 50 millions d'euros sur 5 ans pour financer des actions, construire de l'infrastructure, des vannes, des fameux iMitra, des petits magasins, etc. Très clair. Merci beaucoup, Xavier. J'espère qu'on aura le temps de parler dans la troisième question de l'énergie que vous devez mettre en ce moment pour arriver à transmettre cette vision-là à votre nouveau partenaire dans le cadre du rapprochement et de la fusion, mais ça, c'est une autre histoire. Peut-être, Philippe, est-ce que tu peux nous partager ton point de vue sur cette dernière ruse ou dernière chance? C'est une vraie question. Je pense que bonjour à tous et merci Anne-France de l'invitation. C'est une vraie question parce que finalement, nous, on est, comme tu l'as dit, purpose native et donc on est en plus dans le domaine financier, c'est-à-dire qu'on est des investisseurs. Donc en quelque sorte, quand on parle de l'entreprise, pour nous, on la regarde de deux façons différentes. On la regarde, nous, comme entreprise, quelle est notre raison d'être, comment on doit se comporter. Mais on passe notre vie à regarder les autres entreprises, puisqu'on les analyse. Et à un moment donné, il faut un des objectifs finalement de cette raison d'être et de cette définition de mission, c'était aussi d'aligner les planètes, c'est-à-dire d'aligner la façon dont on regarde les entreprises, on les analyse, on les juge et on y investit, et puis la façon dont on se comporte nous-mêmes et donc notre rôle. Donc ça, c'est un peu la spécificité du comportement d'un financier. Or, en tant qu'investisseur responsable, depuis le début, on a toujours considéré que l'entreprise devait avoir un rôle, une gouvernance différente de celle qui est généralisée, mainstream aujourd'hui dans le système dans lequel on vit. Et ça a été une des spécificités de Mirova depuis le démarrage, c'est-à-dire qu'on ne s'est jamais contenté de regarder le comportement des entreprises ou la notation extra-financière telle qu'elle ressortait des agences de notation extra-financière qui se focalisent beaucoup sur les process, la RSE, comme tu as expliqué, c'est-à-dire les processus qu'on met en place pour s'assurer qu'effectivement on aura le moins d'impact négatif possible. Mais on s'est focalisé beaucoup sur deux autres points qui sont, la stratégie et les produits de l'entreprise, c'est-à-dire qu'est-ce que fait l'entreprise concrètement? Est-ce qu'elle apporte des solutions, des produits qui vont permettre d'améliorer les choses? Et là, ça résonne, je pense, très bien avec ce que Xavier vient de dire. Et puis, le deuxième élément qui est sa gouvernance et la façon dont elle se voit comme entreprise et comme projet. Voilà. Et donc, du coup, se transformer en société à mission, ce n'était en quelque sorte que tirer le fil et se dire, nous aussi, on doit avoir ce même comportement. Est-ce que c'est une ruse? Est-ce qu'on est dans le greenwashing ou dans le mission washing ou pas? En fait, c'est un petit peu la question qu'on se pose, mais qu'on peut se poser de façon générale dans l'investissement responsable. On se pose cette question-là. Moi, je me pose cette question-là depuis le démarrage, depuis 10 ans. Et souvent, d'ailleurs, c'est assez… ce qui se passe aujourd'hui dans l'investissement responsable est assez caractéristique de ça, c'est que c'est au moment où ça devient, où ça se généralise, où ça devient mainstream, que le risque de greenwashing est potentiellement le plus fort. Tant qu'on est sur quelques pionniers, c'était vrai pour l'investissement responsable, c'est vrai sans doute pour la mission aussi, eh bien, ce sont les plus convaincus qui sont là au début. Et donc, le risque de washing est assez faible. Quand ça devient général, quand ça devient des lois, quand tout le monde commence à s'y mettre, c'est là où potentiellement la dilution et le risque de washing apparaît. Et donc, c'est maintenant, je pense qu'il va falloir être vigilant à la façon dont ces concepts-là se généralisent. Peut-être pour terminer, un point important, moi, qui me paraît essentiel à signaler, c'est que je crois qu'il faut… c'est la question du rôle de l'entreprise dans la société, en quelque sorte. Parce que je crois qu'il ne faut pas qu'on soit aussi… qu'on se regarde le nombril en tant qu'entreprise, j'allais dire, de certaine façon. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas de refonder l'entreprise pour refonder l'entreprise.
finalement, si l'entreprise telle qu'elle était avant marchait bien et fonctionnait bien, quelle importance? C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de refonder l'entreprise? La réalité, c'est que si on a besoin de refonder l'entreprise, c'est qu'on a besoin de refonder la société. C'est ça le vrai point. Enfin, bon, voilà, on est dans un moment assez particulier ce matin. Bravo d'avoir d'avoir organisé cet événement juste à ce moment-là. Mais on voit bien les fractures qui existent dans les sociétés aujourd'hui, les inégalités, la façon dont effectivement les populations réagissent au capitalisme, à l'évolution des inégalités, aux tensions internationales, etc. Donc, on est dans un moment de tension et de fracture très, très forte. Donc, la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est finalement, est-ce que l'entreprise peut jouer un rôle spécifique pour permettre d'améliorer d'améliorer cette situation et de résoudre ces tensions? Et du coup, pour aboutir à cet objectif, comment l'entreprise doit être organisée et qu'est-ce qu'elle doit être? Et donc là, si on pose ces deux questions-là, la réponse à la première question, pour moi, c'est oui, l'entreprise doit jouer un rôle spécifique. Pourquoi? Parce qu'on le voit bien, les États ne pourront pas tout faire. Alors, on le dit généralement, quand on parle d'argent, on dit les États n'ont pas assez d'argent pour tout faire. Ok, très bien. Et donc, il faut des investisseurs. Ça, c'est un message qu'on connaît bien. Mais au-delà de ça, les États ne peuvent pas tout faire parce que les États n'ont plus la confiance suffisante de la part des citoyens pour pouvoir tout faire. On le voit, enfin, l'exemple de ce qui se passe avec le Covid est quand même assez extraordinaire pour ça. Qu'est-ce qu'on voit finalement aujourd'hui? Finalement, la solution idéale pour résoudre le problème sanitaire, ce serait de faire une solution à la coréenne, c'est-à-dire d'isoler de façon un peu manu militari, un peu violente, les personnes malades, et donc finalement d'attenter à une liberté individuelle. Mais ça serait attenter à la liberté individuelle de quelques milliers de malades et ça permettrait potentiellement de mettre tout le monde, de rendre la liberté à 60 millions de personnes. Ça, aujourd'hui, imaginons que ce soit ça la bonne stratégie. Supposons que effectivement, ce soit la seule stratégie qui soit disponible dans les mois ou les années qui viennent. Aujourd'hui, un État, comme l'État en France, n'est pas en capacité de le faire. D'assurer qu'il y aura suffisamment de confiance, suffisamment de garde-fous, suffisamment, on l'a vu avec la suspicion vis-à-vis de Stop Covid, etc. Bon, ça s'améliore maintenant, mais on voit bien que là, les entreprises peuvent aussi jouer un rôle pour créer l'infrastructure permettant de changer la société. Voilà, ça c'est la première conviction. Et ensuite, si on se dit ça, alors forcément, il faut aller vers une structure de type société à mission, parce que ça veut dire que si l'entreprise a un rôle dans l'intérêt général et donc a un rôle pour atteindre des objectifs qui peuvent être, par exemple, les objectifs de développement durable au niveau mondial, eh bien, forcément, il faut bien que l'entreprise se définisse ses missions et se dise, à l'intérieur de cet intérêt général, quel est mon rôle? Quel est l'élément dont je suis moi responsable à l'intérieur de cette grande picture qui est l'intérêt général. Voilà en gros comment je vois les choses. Et donc, du coup, si on dit ça, oui, c'est une dernière chance compte tenu de l'évolution de nos sociétés. Après, peut-être juste un dernier point pour réagir à ce qui a été dit avant sur le côté global français. Bon, oui, nous, on a choisi chez Mirova d'annoncer dans les semaines qui viennent en même temps notre passage en société à mission et la certification Bicorp, précisément pour ne pas rentrer dans une logique franco-française et se dire on fait les deux en même temps et on montre que l'idée c'est de faire ça au niveau global parce qu'on a des implantations internationales aussi également. Voilà, cela étant dit, on est quand même loin alors, il y a effectivement des mouvements aux États-Unis, mais si on regarde l'Europe, par exemple, voilà, la France, avec sa loi Pacte, elle est quand même très, très isolée aujourd'hui en Europe. Hein, on est loin d'une généralisation de ce sujet-là au niveau européen. Donc, voilà, je voulais juste mettre un petit bémol là-dessus. On reste quand même on n'est pas en train de refonder le capitalisme complètement avec la loi Pacte. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il faut être un petit peu humble et modeste sur cet aspect-là. Merci beaucoup, Xavier. Moi, ce que je retiens, c'est ce que tu as dit au début, donc un gros enjeu d'exemplarité sur les pionniers, au regard, par rapport à ce que tu disais sur le fait que quand il y en a peu,
le risque de greenwashing est faible et quand ça devient plus normatif, attention. Donc, l'exemplarité et puis le fait que revendiquer un rôle social, sociétal, en fait, c'est une évidence et un incontournable aujourd'hui pour un acteur économique. Donc, peut-être, Claude, à toi de nous partager tes convictions en rebond aux propos de Xavier et de Philippe. Oui, merci Anne-France, merci à Philippe et à Xavier, et puis à toute l'équipe Nueva Vista. Et puis, je suis très impatient de cette publication. En fait, dans la question qui est posée, il y a la question de la fondation, et ça résonne particulièrement pour moi. Quand on regarde aujourd'hui le monde, à la fois ce qu'on appelle l'anthropocène, c'est-à-dire cette crise de l'environnement, à la fois les crises sociales, et puis ce matin, on est devant un moment politique important. Eh bien, je pense par exemple à ce bouquin de Cynthia Fleury sur les questions de ressentiment, d'aigreur, etc., soit individuelles, soit sociales. L'entreprise, aujourd'hui, si elle retrouve pourquoi elle est faite, pourquoi elle est fondée, ça lui permet d'avoir comme une boussole, comme un compas en anglais, qui lui permet de se projeter extrêmement loin. Je pense que la conscience de la crise environnementale et générale dans laquelle on est fait que lorsqu'on est dirigeant, on est appelé à penser à la future manière dont l'entreprise va exercer sa responsabilité. Et c'est exactement ça qui, chez nous, a été, je pense, extrêmement moteur. C'est que nous avons des fondements. Il y a un homme qui, à 60 ans, a rencontré un désir sur un territoire de créer une activité et de le faire en relation avec la nature. Et ça a été extrêmement solide. Et si on revisite maintenant ça en se disant mais vers où on veut aller en gardant notre ADN initial, alors on est capable de participer à la cité. Et c'est un point très important que Philippe a aussi évoqué, c'est que je pense que sans se confondre avec le politique, sans se confondre avec les différentes parties prenantes qui aujourd'hui doivent recomposer une société, qu'on refasse tous ensemble société, l'entreprise peut vraiment se clarifier, concentrer ce pourquoi elle peut agir avec le monde. Nous, on fait des produits de consommation, un peu comme Xavier, c'est des produits de consommation. Il va bien falloir qu'on fasse évoluer la manière dont on les rêve, dont on les produit, dont on les distribue, la manière dont on interagit avec les consommatrices. Et en fait, en étant société à mission, on se polarise tous ensemble vers un destin cohérent avec notre ADN de départ et contribuant à quelque chose qui va au-delà de la pure monnaie. En ce sens-là, je voudrais dire que notre raison d'être, ce n'est pas simplement reconnecter à nos communautés à la nature. Il y a un texte associé de 3-4 lignes qui est extrêmement précis parce qu'on va l'évoquer. C'est important qu'il y ait une traduction très engageante pour la communauté qu'est l'entreprise, pour qu'elle soit guidée vers le futur. Sans cela, je pense que ça permet d'avoir une vraie énergie. Et ce dont je voudrais vraiment témoigner, c'est que si la mission elle est précise, parce qu'on ne peut pas embrasser les causes et le problème du monde entier, mais si on arrive à concentrer ce qu'on veut vraiment contribuer à apporter à travers notre activité économique, à travers nos interactions avec les parties prenantes, alors on peut vraiment donner un cap, donner une énergie et embarquer les gens. Et moi, ce dont je peux témoigner depuis un an, puisque c'était en 2019 qu'on est passé à cette émission, c'est qu'en cohérence avec ce que le groupe est depuis l'origine. Je vous ai parlé du petit village de Lagacy, dont je pourrais parler longtemps, parce qu'en fait, il a été comme un pulsar, comme une pulsation permanente pour nous rappeler quel est notre destin. Mais en fait, on arrive à se projeter et à emmener tous les collaborateurs aussi dans une très, très belle énergie. Et je trouve que par les temps qui courent, rien que ça, c'est absolument fondamental. Ça redonne à l'entreprise un flux, j'irais presque magnétique, qu'il va falloir entretenir. Ça pourrait être les conversations qui suivent, mais ça donne un flux vers quelque chose qui est reprécisé et qui est précisé dans le très long terme et qui transforme. Et on a, comme Philippe, on a aussi choisi de s'ancrer sur Bicorp. On a aussi choisi des choses très concrètes qui vont être données à voir un petit peu comme dans une grande baie, des balises et des phares, comme un baromètre, comme le fait d'embarquer tous nos collaborateurs sur une meilleure conscience des choses de l'environnement. Eh bien, des choses comme ça, c'est de nature, en fait, à baliser et à emmener un collectif. Et en ce sens-là, c'est vraiment une fondation.
Et alors la ruse, ça me fait penser à Ulysse. Donc non, je crois qu'on va aller vers plutôt un Ulysse clignotant qui saura planter sa rame sur des choses et sur des sols à l'intérieur des terres qui feront qu'il sera ancré sur le terrain. Ça sera la rencontre de la ruse et de la fondation. Merci Claude. Donc vous l'avez tous compris, Claude est un littéraire. Hein. Donc le bouquin qu'il vous a montré, c'est Sigy la mer de Cynthia Fleury. Donc vous êtes tous sommés de l'acheter et de le lire d'ici dimanche. Non. Je vais le faire moi également. Mais Ouais, alors, là, quand même, si vous parlez de littérature, quand même, je vous signale quand même que j'ai publié un roman il y a 2 semaines, quand même. ah c'est vrai, tu as raison. J'aurais dû le préciser, j'ai oublié de le dire. C'est vrai aussi que tu es un écrivain compulsif, Philippe. J'ai oublié de le préciser. Alors, pour réagir, Claude, sur tes propos, alors déjà, mille excuses si on a omis en effet d'associer aux 4 mots de la raison d'être le texte illustratif, parce que c'est très important. Les mots aujourd'hui qui reprennent sens au sein de l'entreprise. Donc, nous allons incessamment sous peu modifier cette erreur. Ce que je retiens de tes propos, c'est que tout l'enjeu de la raison d'être, c'est cette faculté à polariser. Donc, tu as parlé de flux magnétiques, ou on pourrait aussi dire d'étoiles polaires. Mais tout l'enjeu, effectivement, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire on choisit ses combats et on est aligné collectivement sur ces combats-là, au regard d'un enjeu de responsabilité plus global qui est beaucoup plus exhaustif. La raison d'être polarise et avec des choix et donc des renoncements. Et c'est en ça que c'est transformant et que ça embarque. Merci beaucoup pour ce premier tour de table. Donc, ce n'est pas grave du tout. On a été plus long que prévu, mais c'est passionnant. Donc, on laissera peut-être tomber la troisième question. Donc, ce qu'on voulait vous proposer là, c'est peut-être soulever le capot du moteur et puis peut-être rentrer dans des choses plus opérationnelles, plus concrètes pour comprendre comment ça se passe chez vous, sachant que ce qui est intéressant, votre présence, enfin vous n'êtes pas présent là par hasard, c'est que les histoires de chacune des organisations que vous représentez sont très spécifiques au regard de la prise en compte du développement durable et de la revendication d'une mission. Vous l'avez compris, le groupe Rocher, groupe familial, 1959, une dynamique sur le développement durable qui est longue et mature, des mouvements internes très forts pour embarquer l'ensemble, We Are Change, etc. Mirova, qui est une mission native, 2014, avec une vision de la responsabilité plutôt orientée sur les pratiques internes, parce que vous êtes mission native et votre job, c'est l'investissement responsable. Et enfin, Essilor, avec cette direction développement durable créée en 2002 et ce grand virage en 2013 grâce à la formalisation de la mission. Donc, chacun d'entre vous, là à nouveau, avec vos mots, votre envie, vos sorties de route, on parle de choix et de renoncement, on parle d'étoiles polaires. Comment tout ça se configure en interne? Comment c'est compris par les collaborateurs ou votre écosystème? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets que les participants puissent toucher du doigt un peu comment ça se met en musique, tout ça? Alors peut-être, on va redémarrer par Xavier. Anne France. Alors, comme je l'ai évoqué, le développement durable était en élément précurseur. Le virage en 2013, avec la formalisation de notre mission et la prise de conscience tant de l'impact positif du produit que nous avons, c'est-à-dire les lunettes, et de l'équation sociale d'aller chercher et d'équiper 2,5 milliards de personnes dans la base de la pyramide, et de continuer à proposer des produits qui répondent aux besoins de santé visuelle et de vision des gens déjà équipés. Parce que cette mission améliorer la vue pour améliorer la vie, elle a certes poussé ou amené Essilor sur le marché de la base de la pyramide, mais elle est là aussi pour continuer à accompagner les gens qui portent des lunettes dans les nouvelles façons de voir et d'utiliser ses yeux. Donc les smartphones, conduire la nuit. Donc la première conséquence, je dirais un peu, de cette mission, c'est la conséquence business, avant de revenir sur le développement durable un peu traditionnel. Mais cette mission, elle a permis de changer la perception en fait, du marché pour Essilor, c'est d'aller sur un playing field beaucoup plus large avec de nouvelles applications pour améliorer vraiment la vue et la vie des gens.
Donc, on n'est pas sur une technologie, mais on était sur c'est quoi aujourd'hui le challenge d'une personne quand elle est uniquement en ville, c'est quoi le challenge d'un enfant, etc. Donc, c'est changer la perception de notre produit pour aller chercher, non pas une fonction, mais vraiment une problématique de la personne. Donc ça, c'est le premier point, c'est que cette mission, elle a orienté l'activité commerciale. Si on revient sur des choses plus développement durable, on l'a formalisé avec une personne qui est Jayant Buvaragan, qui est mon chef, qui est Chief Mission Officer. Donc, il incarne cette mission, il incarne cette étoile polaire, cette volonté d'améliorer la vision pour améliorer la vie. Et comme il a fallu aller dans la base de la pyramide, on a créé une division spécifique, puisqu'il faut tout réinventer. On était, on va dire, leader du marché et on connaissait très bien le marché mature, entre guillemets, solvable. Pour aller sur un marché de la base de la pyramide, il a fallu réinventer l'organisation, il a fallu réinventer la façon de distribuer, la façon de créer un produit adapté. Donc, on n'a pas fait le pari de mettre la R&D traditionnelle des Silor au profit de cette nouvelle division. Cette nouvelle division, c'est complètement inventée de manière autonome pour inventer les produits, etc., que je l'évoquais. Donc, Jayant, il a l'incarnation de la mission, il a la division nouvelle de 2.5 VG, ce qu'on appelle le 2.5 nouvelle génération de la vision, et après, il a tout l'engagement des parties prenantes pour créer des coalitions. C'est-à-dire que cette mission, elle a permis, je dirais, de se désinhiber et d'ouvrir les portes et de dire, on a une mission, on veut aller sur la base de la pyramide, on veut éradiquer le mal-voir, et je reviendrai là-dessus, d'ici 2050. Quand on a une mission, on ne peut pas y aller seul. Il faut qu'on y aille groupé avec des partenaires. Donc, on a commencé à créer des coalitions. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu un Chief Mission Officer. Il incarne, il a une grosse partie d'une activité business qui est venue se greffer sur celle traditionnelle de manière indépendante. Et après, il y a tout l'engagement des parties prenantes. Création de collège, Children for Vision, ce genre de choses. Et ensuite, ce que tu évoquais, Anne-France, c'est le socle RSE, nous qu'on appelle développement durable, parce qu'il faut, pour réaliser notre mission et pour éradiquer le mal-voir en 2050, il faut être durable. Il faut s'assurer que l'ensemble de nos activités s'adaptent à notre croissance, puisque c'est de la croissance, encore une fois. Donc là, on a un framework et c'est assez intéressant. C'est pour ceux qui font de l'amélioration continue. Il y a la maison Toyota avec ses piliers. Et ben, nous, on a notre framework Sustainability. Ce sont des piliers et au sommet, le toit, c'est la mission. Et en dessous, cette durabilité, elle est articulée avec 16 streams de travail, avec les RH, avec la R&D, avec les équipes EHS. Nous, on s'occupe de tous les programmes Human Rights, parce que naturellement, cette mission, on dit souvent, elle pousse à un niveau d'exigence supérieur en termes de durabilité. Et là, je vais utiliser de RSE aussi. On ne peut pas se projeter dans l'éradication du mal-voir d'ici 2050 en ignorant des sujets critiques et fondamentaux pour la société, tels que le changement climatique, les droits humains, etc. Voilà. Donc voilà comment c'est articulé. Cette mission Jayant et moi-même avec l'équipe développement durable, on forme cette mission cohérente, cette maison cohérente mission développement durable qui accompagne la croissance du groupe. Très clair. Merci beaucoup Xavier. Moi, ce que j'ai envie de retenir de ton propos, c'est la capacité à devoir se réinventer que tu as explicité. Et aussi un point très important, c'est à partir du moment où un acteur économique se dote d'une mission, tu as parlé de désinhiber. Donc, effectivement, ça consacre, ça autorise quelque chose qui a été compliqué au niveau cognitif pour des équipes, des dirigeants, c'est de s'affirmer comme acteur au sein de la société. Et donc, cette désinhibition a été construite, ou en tout cas a été autorisée par la formulation, et progressivement, j'imagine, ce n'est pas venu tout de suite, mais en tout cas par la formalisation de votre mission. Et dernier point très intéressant, c'est l'enjeu des coalitions.
Donc, la mission qui a suscité ces constructions de coalition pour que vous puissiez avancer avec des collectifs en fonction de vos différents enjeux. Merci beaucoup, Xavier, pour cet éclairage. Philippe, qu'est-ce que tu peux nous dire au niveau de Mirova sur l'articulation? Alors, comme tu l'as dit depuis le démarrage, effectivement, on a créé Mirova en 2014, donc c'est une société relativement jeune, une petite entreprise, on est 120 personnes. Et on a créé l'entreprise d'emblée avec un objectif qui était de faire de l'investissement responsable. Donc, la mission elle a été définie dès le démarrage. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour une société comme Mirova de s'engager dans la société mission et pourquoi? Est-ce que c'est vraiment utile en quelque sorte quand on a ça dans son ADN dès le démarrage? Alors, je pense que oui quand même, pour pas mal de raisons. D'abord parce qu'une société, elle vit, elle évolue et que même une entreprise qui a été créée avec un objectif spécifique va évoluer au gré de… Alors, au gré de quoi? Au gré de son développement, de ses nouveaux produits, de ses nouvelles implantations, au gré aussi de ce que les clients vont acheter dans cette entreprise. Je vais vous donner un exemple assez simple, c'est que nous, on a finalement on gère 16 milliards d'euros et on a des types de gestion, des typologies de gestion assez différentes, assez typées à l'intérieur de ces 16 milliards d'euros. Par exemple, on va avoir une équipe basée à Boston qui fait de l'investissement dans des grandes entreprises cotées et donc qui va sélectionner celles qui ont le meilleur, qu'on considère comme ayant la meilleure qualité ESG. Hein. Mais ça reste de l'investissement dans des grandes boîtes multinationales cotées dans les grandes bourses mondiales. Puis à côté de ça, on va avoir des produits notre activité Capital Naturel, avec un fonds, par exemple, qui est le Amazon Biodiversity Fund, où on a 15 millions d'euros qui va être investi spécifiquement dans des petites unités ou des petites initiatives ou entreprises dans la zone Amazon brésilienne sur le sujet de la biodiversité et de l'usage durable des terres. Vous voyez bien qu'entre ces deux types de fonds, on a un grand écart quand même énorme, c'est-à-dire qu'on cherche à faire de l'impact dans tout ce qu'on fait. Il est évident qu'on n'a pas le même type d'impact quand on détient 0,1% d'une grande entreprise cotée ou quand on est l'actionnaire principal d'une petite entreprise dans la région de l'Amazonie. Donc, du coup, donner une cohérence à tout ça, c'est déjà un élément important. Et donner aussi cette image vis-à-vis de l'extérieur, dire ce que l'on est, ce que l'on veut faire. Parce qu'au bout du bout, si les clients décident d'acheter essentiellement mes produits actions cotées et très peu mes produits capital naturel, automatiquement, la structure de mon entreprise va se modifier, va diverger potentiellement de l'équilibre que l'on voudrait avoir. Donc, la mission est aussi une façon d'ancrer ça dans la durée et de donner une cohésion à cela. Ensuite, on a évidemment des questions aussi de culture et de géographie. On a créé notre équipe à Boston il y a maintenant 4 ans et c'était une équipe qui vit dans le monde américain, qui distribue ses produits à des investisseurs institutionnels ou à des investisseurs privés américains. Et donc qui doit s'adapter à la situation qui existe aux États-Unis. Et forcément, il y a donc une vision différente des choses. Et là aussi, tout l'exercice qu'on a fait sur la société à mission a permis d'aligner les planètes entre les différentes équipes. Et on a fait cet exercice-là de façon, comme beaucoup l'ont fait, et grâce à votre aide, évidemment, à ton aide et ton équipe chez Nuova Vista, donc en essayant d'intégrer l'ensemble des collaborateurs dans la définition, dans l'écriture de cette mission. Donc voilà, en gros, enfin pour nous, en quelque sorte, les enjeux. Donc c'était plus s'ancrer, mettre de la cohérence et puis aussi, c'est un exercice qui est intervenu à un moment. Voilà, on a créé l'entreprise il y a 7 ans maintenant, et donc on a réalisé un premier cycle. D'abord, il
ça a été un premier cycle au niveau de l'entreprise. C'est aussi un premier cycle au niveau du marché. On voit qu'aujourd'hui, le marché de l'investissement responsable a eu une croissance extrêmement forte ces dernières années. Donc, maintenant, on est dans la généralisation et mainstream sur ce sujet-là. Et donc, c'est aussi un moment un peu charnière de se dire quel est le rôle qu'on a joué et quel est le rôle qu'on veut jouer demain. Et donc, j'en parlais quand je parlais des pionniers. Le rôle qu'on a joué pendant toute la phase qui vient de se passer là, c'était une phase d'émergence du marché et d'émergence de Mirova en même temps. Et donc, on a joué ce rôle de pionnier, de définition des standards, d'essayer de tirer le marché et de mettre tous les sujets qu'on portait à l'agenda sur la table de la discussion. La question qu'on nous a posée à un moment donné, c'est finalement, maintenant que ça marche, maintenant que tout le monde le fait, finalement, est-ce que vous servez encore à quelque chose ? C'est quoi aujourd'hui à nouveau votre mission? Et du coup, la réflexion sur la mission est intéressante là-dessus. Comment est-ce qu'on se réinvente en quelque sorte, ou est-ce qu'il faut se réinventer? Cette question m'a été posée y compris par des gens, par mes actionnaires, en disant mais est-ce qu'il ne faut pas maintenant que l'investissement responsable devienne mainstream, ne faut-il pas que Mirova se réinvente? Ça m'a beaucoup agacé. Je dis mais franchement, pourquoi est-ce que… Alors donc ça veut dire que nous avions raison, nous avons porté ce message-là, maintenant il devient mainstream et c'est à nous que vous demandez de nous réinventer, mais pas du tout. C'est le reste du marché qui est en train de se réinventer et de s'aligner sur ce qu'on a fait. Mais bon, là encore, la réflexion sur la mission a permis de bien se poser ces questions-là. Et donc de se repositionner aussi par rapport au marché. Merci beaucoup, Philippe. Là, à nouveau, en t'écoutant parler, même si c'est vrai que j'ai vécu ça de très près, l'idée que tu voulais partager, c'est qu'une entreprise vit, s'adapte à des contextes, ces contextes bougent. Donc, toi, ce que tu nous dis, c'est que la vertu de l'exercice de la mission, ou en tout cas la vertu de la mission tout court, c'est qu'elle stabilise, qu'elle donne une cohérence, qu'elle refait la jointure en donnant ce fil conducteur, qu'elle ancre. Et c'est vrai qu'à titre de rappel, la construction de la mission a été très collective. L'ensemble des collaborateurs y a participé. Chaque virgule a été traitée par l'ensemble des trois équipes US, UK et France. Donc, a donné lieu à des débats tout à fait passionnants parce que c'est vrai que les points de vue sont très particuliers entre les points de vue Europe continentale, Angleterre et US. Et donc, ça a permis à ce collectif de s'aligner sur une projection. Voilà, et exercice passionnant. Merci beaucoup, Philippe. Claude, est-ce que tu peux nous partager ton point de vue? Oui, je vais peut-être me décaler un peu. En fait, j'ai trois articulations qui me paraissent importantes à échanger avec vous. La première, c'est qu'on a eu et on a toujours un grand enjeu à articuler la mission du groupe, sa raison d'être, la manière dont le groupe se positionne avec ce que les différentes marques, puisque nous avons 10 marques dans le groupe, peuvent travailler de leur propre côté. Le groupe ayant, je dirais, une vocation mondiale et puis voilà, de groupe économique et à mission, et les marques ayant une destination vers les consommatrices un peu plus particulière. Ça, c'est un très très grand travail que je pense plusieurs entreprises ont à faire, de cette articulation entre groupe et marque. Et c'est un travail très précis qui doit faire constituer comme un bouquet au service de la cause commune. Le deuxième point qui me semble très important, c'est une grande difficulté, mais c'est aussi absolument essentiel, c'est d'articuler toujours en partant du terrain la capacité de toutes nos équipes partout dans le groupe de bien comprendre et de bien s'approprier, de bien s'embarquer. On a, et vous l'avez cité Anne-France, une démarche We Are Change, qui est une démarche où en fait elle n'est pas directive et pyramidale, elle est initiée par des collaborateurs pour transformer leur propre site, transformer des choses qui parfois sont des selfs, des manières d'utiliser des imprimantes, de diminuer le papier, du plastique, etc. Ça peut paraître hors stratégie, en fait c'est complètement lié. La dynamique d'un collectif est liée à la capacité en local de vraiment vivre les transformations qui sont en cohérence avec ce que le groupe veut viser de manière beaucoup plus, entre guillemets, stratégique. La troisième articulation que je voudrais dire qui est vraiment l'exercice de la responsabilité. Pour moi, ça c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez. C'est-à-dire qu'entre la vision, le désir, là où on veut aller, et la réalité d'un business model, de son économie, de ses usines, de la réalité de ce qu'il est capable de faire, il y a un hiatus.
Et en fait, l'exercice d'une responsabilité d'entreprise, y compris dans la mission, c'est d'ajuster les tempos pour conduire cette transformation avec la compréhension qu'on n'est vraiment pas encore du tout là où on voudrait être et qu'on voudrait aller plus vite, etc., etc. Et cet exercice de responsabilité, au jour le jour dans une entreprise, c'est extrêmement fatigant, douloureux, difficile, parce qu'en fait, c'est un désir voilà, projeté. Et le dernier point que je voudrais dire, c'est l'articulation avec le réel. Par exemple, en ce moment, on est en train de vouloir, et on l'a déjà fait pour 2 usines, hein, on voudrait changer une chaudière en passant en chaudière à bois, parce qu'on a un grand projet énergétique comme pas mal d'entreprises. En fait, aujourd'hui, ça, si ce n'est pas bien travaillé sur le terrain, avec une vraie conscience des questions de ce que c'est que l'énergie, on peut faire beaucoup de bêtises. Je vous donne un exemple. Oui, c'est facile d'acheter une chaudière à bois, de faire un business model qui permet d'avoir un payback assez OK. Par contre, ça ne peut pas être fait aujourd'hui chez nous sans qu'on ait une compréhension de la manière dont on va planter et aider à planter des communautés, des arbres, pour avoir du bois local qui fera qu'on ne sera pas en train de dépeupler ou d'abîmer un écosystème local. Ce qui a été le cas dans le sud de la France sur une très grosse chaudière à bois assez connue, ce qui a aussi été le cas dans une grande ville de France en Bretagne. Donc il y a vraiment aujourd'hui à faire attention à être dans un principe de réalité. L'articulation à la réalité est extrêmement importante pour garder ces dynamiques-là. Et en ce sens-là, on a tous un enjeu qui est comment innover, comment être capable, dans les contraintes qu'on a, dans les contraintes même économiques, dans les crises, comment avoir une capacité de nos équipes, par le partage d'une communication, par le partage de cette vision, une capacité à un moment donné de se décaler sur les futurs business models, d'inventer des nouveaux services, des nouveaux produits, que ce soit par exemple pour le textile avec Petit Bateau, on a le coton bio qui n'est pas une denrée aussi facile à approvisionner que ça en bonne qualité, je veux dire. Donc comment aller quand même plus loin et plus vite alors que parfois on a des contraintes, je dirais, réelles qui sont extrêmement difficiles. Donc être inventif et trouver une troisième voie pour transformer. Pour moi, ça, ce sont les 4, je dirais, articulations, je crois que j'en ai cité 4, extrêmement importantes à prendre en compte dans cet exercice de l'embarquement vers la raison d'être et la mission d'un collectif. Moi, j'en ai noté 5, mais enfin, c'est pas grave. Sans doute. Je termine parce que c'est vrai que c'est très intéressant ce que tu dis, le dernier point que tu viens de citer, qui est celui de l'innovation, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'en fait, la genèse de la société à mission, qui était la société objet social étendu, en fait, l'enjeu était l'innovation. Comment cet objet collectif pouvait retrouver sa capacité d'innovation. Et en fait, après, à travers les réflexions pactes, etc., ça s'est raccroché avec l'enjeu sociétal de replacer l'entreprise en société, mais l'enjeu initial était vraiment l'innovation. Et ce que tu dis, c'est qu'à travers cette mise en tension de se doter d'une mission avec des champs totalement exploratoires, où on n'a pas les solutions à tout, mais on mobilise l'interne autour de cette étoile polaire-là, ça doit apporter à ce que tu disais, décaler, arriver à être en décalage, à inventer des nouveaux business models et autres. Et en effet, dans les différents points que tu nous cites et qui sont tous très intéressants, tu nous parles de l'articulation avec les filiales, comment un groupe qui se dote d'une mission, comment ça s'articule avec les différentes filiales. Donc ça, c'est vrai que c'est un champ hyper exploratoire. Sachez d'ailleurs qu'au sein de la communauté des entreprises à mission, il y a un groupe de travail qui va cheminer sur ce sujet. Tu nous as parlé de l'énorme enjeu de la compréhension terrain, de la façon en fait dont l'ensemble du corps social s'approprie tout ça et se mobilise en pyramide inversée. Tu nous as parlé d'un truc que j'aime bien, c'est-à-dire d'assumer les hiatus et le fait qu'on n'y est jamais. Donc c'est ça, c'est-à-dire qu'on se fixe une mission et des macro-objectifs, mais en fait, c'est une mise en mouvement et une exploration où en fait la solution, si elle existait tout de suite, eh ben, il n'y aurait pas besoin de faire tout ça. Donc assumer ces hiatus et ces imperfections pour aller chercher toujours plus loin. Et puis, oui, et le dernier, qui est mais là aussi, qui est, je pense, quelque chose de très intégré chez les acteurs de la responsabilité, c'est ce que tu disais sur le principe de réalité ou le réel, mais c'est comment avoir toujours une vision élargie et une vision globale dans les solutions que l'on choisit, donc, et qui nécessite d'ailleurs d'avoir des coalitions, des niveaux d'expertise différents autour de soi pour arriver à trouver les bonnes solutions.
Merci beaucoup, Claude, pour ce témoignage. Alors, ce que je vous propose, normalement, là, on devait s'arrêter, il est pile poil 10 heures, mais peut-être qu'avant de prendre les questions des participants, on va quand même se laisser, mais de façon peut-être plus courte, on aimerait vous entendre chacun d'entre vous sur, même si vous avez déjà un peu abordé au fond, mais quels sont les défis que vous voyez pour que la mission, la raison d'être dont vous êtes doté soit réellement transformative dans vos organisations. Essayons de faire assez court et après on prendra les questions des participants. Xavier, est-ce que tu peux reprendre la main là-dessus? Je voudrais aussi revenir sur le propos de Claude, notamment sur gérer le décalage entre l'opérationnel et cette mission. Il est vraiment important de jalonner, c'est-à-dire jalonner avec des objectifs, on va dire SMART, qui sont assez ambitieux, mais qui sont quand même atteignables, qui mettent en tension l'organisation, mais qui démontrent quand même que la trajectoire, l'objectif, il est en ligne avec la trajectoire. Et chez Silor, quand on a défini notre mission en 2013, certes, d'ici 2050, on veut éradiquer le mavoir, mais l'objectif à 2020 était d'équiper 50 millions de nouveaux porteurs, c'est-à-dire atteindre 50 millions de personnes à la base de la pyramide qui n'ont ni accès ni connaissance du problème de malware et aucune solution de distribution et de la lunette. Et aujourd'hui, donc, on va fêter la 2020 Sustainability Roadmap avec cet objectif de 50 millions de nouveaux porteurs. On pense d'ici la fin de l'année, avec tous les événements qu'il y a eu, ça a ralenti notre activité. Mais la montée en puissance de toute l'organisation 2.5 NVG a permis d'équiper pas loin de 45 millions de personnes. Donc, c'est cette trajectoire qui a été définie à 5 ans, on la tient. Quand on l'a définie à 5 ans, tout le monde l'a regardé en disant mais c'est équiper la population française qui a un besoin de santé visuelle en 5 ans, alors que personne n'est au courant et qu'il n'y a pas un seul opticien dans les rues. Donc, il y a une petite angoisse quand ça a été défini, mais en revanche, cette ambition était totalement alignée par rapport à notre mission d'améliorer la vision pour améliorer la vie et d'éradiquer le malware d'ici 2050. Cette trajectoire est cohérente. Donc, on peut gérer en fait ce décalage, si c'est bien jalonné. Par rapport à la transformation, le défi, il faut une constance dans la gouvernance, une constance dans les moyens alloués, puisque notamment cette mission nous a amenés dans des environnements, on va dire, start-up. L'équipe 2.5 NVG, c'est une start-up. Certes, c'est dans le BOP, c'est adresser la pauvreté et le malware, mais c'est le logique start-up. Et il n'y a pas une rentabilité immédiate. Il y a pour reprendre une expression, des clusters rentables au sein de cette division, mais il y a encore une non-rentabilité. On est en train de bâtir capability building, on bâtit une organisation commerciale. Aujourd'hui, on aura plus de 10 000 petits magasins optiques qu'on appelle les iMitra, les Mitra Matra. Je vous donnerai un lien où vous pourrez aller voir tout ce qui a été fait ces 7 dernières années. Donc une constante, puis il y a aussi une constante dans la stratégie, puisque comme on l'a évoqué, cette mission nous a projetés dans l'univers de la base de la pyramide, mais elle nous a aussi désinhibés, nous a fait aussi des moves et il faut y croire. C'est-à-dire que Essilor, 2 ans après avoir défini sa mission, est rentré dans le e-commerce. 4 ans après, a signé un partenariat avec la Fédération internationale de l'automobile. Et derrière, on a créé une offre spécifique pour l'automobile, on a créé une offre pour le… Donc, il faut cette constance. C'est ça, pour moi, le plus important, c'est la constance des moyens de garder cette flamme et cette dynamique. C'est ça un peu les défis. En fait. Merci beaucoup, Xavier. Je rappelle juste pour les participants qu'en fait, quand tu rappelles que ça nécessite de jalonner avec des objectifs SMART, c'est vrai que quand on regarde là, pour le coup, au regard de la loi Pacte, c'est une obligation attendue, puisque, rappelle-toi, Xavier, les sociétés à mission sont contrôlées et le contrôle des ETI passe par ce jalonnage d'objectifs SMART. Donc, de toute façon, elles ne peuvent pas y couper. Oui, mais Anne-France,
Oui. Nous, on n'y était pas du tout dans cette logique. D'accord. Non, non, mais c'est pour ça que je le rappelle pour les participants. Vous, Oui, oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, quand on a regardé la loi Pacte et on a fait la checklist, c'est on dit, y est. On y est. Mais c'est- initialement, c'était important que initialement l'ambition était en ligne avec la trajectoire. C'est-à-dire équiper 200 000 personnes d'ici 2020 avec une mission d'améliorer la vue pour améliorer la vie de tout le monde. Ça fait pchit. Là, c'était, comme l'avait évoqué Philippe, le social, le mission washing, quoi. Et le deuxième point que tu rappelles, qui est vraiment un mot-clé, c'est cette notion de constance, qu'elle soit sur les sujets de gouvernance, de moyens ou de stratégie. Et c'est vrai, s'il y a un point à retenir, c'est ça, c'est la constance. À partir du moment où on se définit d'une mission, la Maïf dit souvent, on a brûlé nos vaisseaux, il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc la constance, voilà, fait partie du vocable, ou en tout cas de la nature de la mission. Merci Xavier pour ces deux rappels. Philippe, ton mot de la fin sur les défis. Peut-être juste un point, peut-être pourrait rebondir sur ce que disait Claude tout à l'heure en parlant donc, de ces filiales. Nous, on est dans la situation inverse, c'est-à-dire qu'on a pris la décision, donc Mirova, de devenir société à mission, alors que notre actionnaire, notre groupe, ne l'est pas, ne s'est pas engagé, en tout cas pour le moment, j'espère que ça sera le cas plus tard, sur cette démarche. Et donc, nous avons un actionnaire quasiment à 100%, qui est Natixis Investment Managers, qui a validé, donc à qui il a fallu vendre cette idée-là, donc dans le conseil d'administration, Assemblée générale, vendre l'idée qu'une de ses filiales allait devenir société à mission. Et donc, forcément, il y a tout un tas de questions qui se posent à ce moment-là. C'est est-ce que ça va créer une espèce de distorsion avec mes autres filiales? Est-ce qu'il va y avoir finalement une réaction de nos clients, de nos investisseurs disant mais pourquoi est-ce que Mirova est société à mission et pas les autres affiliés de Natixis et pas Natixis elle-même? Est-ce que on va en quelque sorte perdre une partie de notre pouvoir d'actionnaire? Est-ce que le fait d'accepter qu'une de nos filiales devienne la société à mission nous fait perdre une partie de nos prérogatives d'actionnaire? Ce qui, d'une certaine façon, est vrai, parce que ce qu'on a écrit dans les statuts maintenant engage l'actionnaire en tant que tel. Et donc, du coup, c'est une décision forte quand même d'accepter ça et de se désengager, enfin, d'abandonner en quelque sorte une partie de son pouvoir d'actionnaire en disant mais non, ça y est, maintenant je lâche ça parce que ça y est, c'est dans les statuts, on a défini que la société avait une mission. Donc, ça a donné lieu à pas mal de discussions. Et voilà, et je trouve que c'est un bel exercice parce que finalement, aujourd'hui, la réaction a été ben oui, ça fait partie de l'ADN de Mirova et il faut y aller, et c'est un élément positif, et donc on vous accompagne là-dessus. Et puis deux, venez nous expliquer au niveau du groupe comment ça marche, parce que de la même façon que vous avez été pionnier en quelque sorte sur l'investissement responsable, qui est en train de se généraliser aussi au sein du groupe, eh bien, pourquoi ne seriez-vous pas aussi pionnier sur ces idées-là? Super. Merci beaucoup, Philippe. Ce serait intéressant d'en reparler dans 1 ou 2 ans et de voir quelle est l'influence du modèle Mirova sur l'ensemble du groupe, au-delà des questions qu'il se pose aujourd'hui. Ça va être très intéressant à suivre. Et peut-être, Claude, alors là, pour le coup, topo de la fin avant les questions des participants, donc les défis. Vous voulez nous Je parler pense qu'il y a un défi interne qui est la temporalité, le tempo. Parfois, il faut aller très vite, parfois, il faut attendre. Il y a un deuxième défi qui est l'enfer est pavé de bonnes intentions. Si on prend la financiarisation de la nature aujourd'hui et énormément d'actions faites par des acteurs qui ont peu de connaissances du monde agronomique, de vouloir planter des arbres et de faire des choses, on peut arriver à un désastre et à des formes de néocolonisation sur des territoires étrangers ou même en France. Troisième point, qui est en fait aussi plus concret, je pense qu'on est à la veille d'une transformation du monde de la finance, et ça, c'est très intéressant. On va peut-être avoir en contrôle de gestion en finance la prise en compte de choses plus larges, sociales, environnementales, économiques, dans une forme de triple comptabilité. Et le modèle français, par exemple, le modèle CARE, est très intéressant à étudier. Donc ça, je pense que c'est un vrai défi concret. Et puis, je dirais, bon, mon dernier défi, ça revient à peu près au début à ce que je vous ai dit en vous présentant mon Sigil la mer de Cynthia Fleury, c'est Baptiste Morisot et réinventer tous ensemble la cosmopolitesse. On a besoin
d'avoir des interactions ensemble qui dépassent les hurlements de Facebook et des gens qui se tapent dessus, et qu'on réinvente une politesse des acteurs entre eux pour pouvoir construire un bien commun. Tout ça, ça peut être des tartes à la crème, mais quand même, au fond, construire une politesse par rapport au cosmos, à la planète et à nos activités. Voilà, c'est ça mes enjeux. Merci beaucoup, Claude. Le tempo, attention à la méconnaissance. Tu as pris les effets pervers, tu as pris l'exemple de l'agronomie, la finance évidemment. Donc, on vous recommande d'ailleurs tous de télécharger et de lire le dernier rapport de l'Institut Montaigne, justement qui parle que de ça. Donc, la finance est la raison d'être au niveau européen. Et la cosmopolitesse. Donc, ça nous fait une très bonne transition pour regarder quelles ont été les questions de ceux qui nous écoutent. Merci encore à tous d'être là. Vous êtes à peu près 90. Donc, on va regarder. Manon, tu nous… Voilà. Alors, tu les as mis par grande thématique, Manon, c'est ça ? Alors, on les découvre, je vous propose qu'on les découvre tous ensemble. Et puis, alors. Au hasard, là, j'en vois un. Je ne sais pas, est-ce qu'on les prend, par exemple, sur la temporalité, en bas à gauche. Par exemple, pour Xavier, combien de temps avez-vous mis pour travailler et aboutir à votre mission ? Je crois que c'est un travail d'1 an qui a été mené par Giant et une équipe spécifique avec des profils assez intéressants. C'est-à-dire qu'il y avait le responsable relations investisseurs, directeur de la stratégie. Donc, il y avait tout un panel de personnes et c'était assez top-down. Hein. Ça n'a pas été des questionnaires, des feedbacks employés. C'était très niveau stratégique. Merci Xavier. Pour compléter, pour peut-être avoir, pour dézoomer sur la réponse de la question de Camille, je crois, c'est vrai que les dispositifs aujourd'hui pour faire émerger et formaliser des raisons d'être ou des missions, c'est peu crédible de prendre quelques mois, donc ça va, on va dire, de 6 mois à 2 ans. Et c'est vrai qu'il y a des dispositifs plus ou moins collaboratifs en fonction des organisations. Alors peut-être une autre question à Philippe. Certification Bicorp plus société à mission, gros travail. Combien de personnes et sur combien de temps? Une seule ou 2 cabinets de conseil pour l'alignement et mise en œuvre. Ça, c'est étonnant. On a travaillé avec un seul cabinet de conseil. Ah oui. Vous m'entendez? Oui. On a travaillé avec un seul cabinet de conseil. On a mené ça de front, effectivement. En même temps, ça me paraissait assez cohérent. C'est un gros travail, alors qui est assez différent sur Bicorp et Société à Mission. Sur Bicorp, il y a quand même un gros travail de remplissage d'un questionnaire assez riche. Hein, c'est 200 questions et donc qui permet qui exige de rentrer vraiment dans les détails. Société à mission, c'est plus ça a été plus une question, un travail effectivement de faire accoucher cette raison d'être, donc beaucoup plus de travail de collaboration entre les équipes, de faire émerger les problématiques. Donc voilà, donc on est sur deux types de travail différents, mais on l'a mené effectivement de front. Pour répondre à la question qui est en dessous, on va annoncer ça dans les semaines qui viennent. On attend simplement de finaliser la composition de notre comité de mission, donc voilà, donc, qui est en cours. Et donc dès que ça sera terminé, on annoncera ça au marché. Voilà. Il y avait d'autres questions sur Natixis. Je crois j'ai déjà répondu tout à l'heure sur la réflexion raison d'être, chapeau versus filiale. Ça, j'ai répondu tout à l'heure. En quoi ça enlève du pouvoir aux actionnaires? Par exemple, aujourd'hui, quand vous êtes Natixis a une trentaine d'affiliés, trentaine de sociétés de gestion différentes, chacune avec ses spécificités, etc. Mais elle en est plus ou moins actionnaire ou majoritaire ou à 100% dans la quasi-totalité des cas.
Donc, quand Natixis, si Natixis à un moment donné souhaite réorganiser ses gestions, par exemple, elle pourrait décider de fusionner deux de ses affiliés ensemble, par exemple. Se dire, tiens, ces deux-là se rapprochent, font à peu près la même chose, c'est décider de les fusionner. Eh bien, aujourd'hui, c'est clair que le fait d'avoir introduit une mission dans les statuts va mettre une certaine contrainte sur ces éléments-là. Parce qu'on ne va pas se fusionner une entreprise qui a une mission avec une autre qui a une mission complètement différente ou qui n'en a pas, ou qui est orthogonale potentiellement sur certains points de cette mission-là. Donc ça effectivement, ça crée aussi un élément, un comité de gouvernance qui, aujourd'hui, par exemple, Mirova, il faut savoir, dans les structures, dans les filiales d'un grand groupe bancaire comme ça, la plupart des filiales ont un conseil d'administration qui est composé à 100% de membres du groupe. Donc, il n'y a pas de représentants externes dans le conseil d'administration aujourd'hui de Mirova. On va créer un comité de mission qui, lui, va être externe à 90%. Et qui joue un rôle dans la gouvernance, qui va avoir son mot à dire sur un certain nombre de choses. Et donc, du coup, ça change les équilibres de la gouvernance de l'entreprise. Merci Philippe. Sur un sujet tout à fait différent, je vois une question de Françoise pour Xavier. Intéressante, les coalitions sont-elles avec des externes? Oui, alors... Oui, elles sont avec des organisations externes. Naturellement, quand on a un groupe décentralisé, on fait aussi des organisations au sein des silors. C'est-à-dire sur certains territoires, on va mobiliser plusieurs filiales pour faire des activités en lien avec notre mission. Mais principalement, oui, elles sont avec l'extérieur. J'en citerai deux. Dans deux dimensions, la dimension du BOP et la dimension d'un marché traditionnel. J'ai déjà évoqué, la première, c'était avec la Fédération internationale de l'automobile, puisque 90% de nos décisions, quand on conduit, passent par la vue, et que c'est la première source de l'accidentologie. Donc, pour améliorer la vie des gens, notamment quand ils conduisent, on va améliorer leur vue. Donc, on a signé ce partenariat, qui au départ était assez, tout le monde le regardait en disant qu'est-ce qu'on va faire avec la Fédération internationale de l'automobile. Aujourd'hui, il y a toute une offre, une division qui s'occupe de la sécurité routière au sein des silors. Donc là, c'est un partenariat externe. Et puis, comme je l'ai évoqué, on a aussi créé une énorme coalition qui s'appelle Our Children's Vision. Donc, puisqu'on s'est aperçu, donc avec différents organismes, tant ministère de l'Éducation que d'autres ONG, d'autres associations, puisqu'on s'est aperçu que l'échec scolaire souvent passé par la mauvaise vision, malheureusement, et qu'on a la possibilité de résoudre ça avec simplement cette paire de lunettes. Voilà. Merci beaucoup, Xavier. Peut-être une question, mais là à tous les trois, quelles sont vos analyses juridiques de la responsabilité du dirigeant du fait que de l'inscription de la raison d'être dans les statuts? Je ferai peut-être un premier point préliminaire, mais dites-moi tous les trois si vous êtes d'accord. C'est qu'en fait, au contraire, les raisons d'être et les missions statutaires sont là pour protéger les dirigeants. Donc, plus les raisons d'être et les objectifs sont précis et singuliers, plus ça protège parce que l'intention, elle est claire. Mais bon, après, je voudrais avoir votre point de vue à tous les trois. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe, Xavier et Claude? Oui, enfin, je suis d'accord sur. Enfin, c'est un peu ce que je disais vis-à-vis de l'actionnaire et vis-à-vis des autres parties prenantes. C'est clair que définir une mission, ça permet d'inscrire l'ensemble de nos décisions, de nos actions dans une mission et donc de les expliquer, de les valider. Et donc, d'une certaine façon, c'est une protection. Après, c'est une protection et en même temps, ça veut dire qu'il faut s'y tenir. Voilà. Donc, à l'inverse de la protection, c'est qu'évidemment, si on ne s'y tient pas, on crée un risque nouveau. Ça, c'est évident. C'est le deux côtés de la pièce. Je faisais exprès de répondre comme ça à cette question parce que c'est intéressant de tout de suite voir que les réflexes sont de dire mais en fait, ce qu'on se dit, ce qu'on a travaillé pendant 2 ans en collectif et qu'on met dans les statuts, en fait, c'est un risque. Alors que non, en fait, la proposition, elle n'est pas d'en faire un risque. Après, c'est une mise en tension, en effet, mais contrairement à ce que peuvent dire certains juristes, plus on est précis, plus ça protège. Plus on est flou, moins ça protège. Voilà. Je dis juste ça.
Et puis, si on fait l'analyse justement du contexte et du monde dans lequel on est, de toute façon, la rétention ou voilà, ça ne fonctionne plus. Le besoin de transparence est tel qu'aujourd'hui, finalement, on a plus de risques à ne pas faire qu'à basculer dans un mouvement. Et donc, en fait, nous l'analyse qu'on a faite au bout du bout et tout ce qui est dit est juste. Il y a toujours des risques, etc. Mais en fait, basculer dans une dynamique, ça fait tellement de bien à l'entreprise que c'est meilleur que d'essayer de tout garantir. On est vraiment dans un mouvement. Et peut-être vous serez tous les trois d'accord pour la question qui est juste à côté, sur l'histoire des recours, qui est en effet qui a beaucoup fait partie des débats avant la promulgation de la loi. L'enjeu, et Philippe l'a un peu dit, c'est qu'il y a un enjeu d'alignement avec la raison d'être de l'entreprise. Et puis, rappelez-vous aussi que dans le 1833, les conséquences environnementales et sociales de l'ensemble des décisions sont arbitrées dans les conseils d'administration maintenant. Qu'est-ce que vous pensez sur cette histoire de recours? Vous avez un point de vue? Vous n'en avez pas? Claude, Philippe? Non. Aucun. L'avenir nous le dira, en fait. Exactement. Mais c'est ça, en fait. L'avenir nous le dira. Il n'y a pas de jurisprudence, il n'y a pas encore, c'est récent. Ok, est-ce qu'il est 10h22, on a encore le temps de prendre quelques questions. Est-ce qu'il y en a, chacun de vous trois, auxquelles vous voudriez répondre? Oui, moi je peux évoquer la place de la compta écologique. Oui, on est d'abord aujourd'hui tout ce qui est normes comptables n'a pas encore pris en compte cette question-là. Donc nous, on est très en attente de ça. Je l'ai évoqué tout à l'heure. On travaille, en tout cas, on a commencé, on fait des formations, des tas de choses autour du modèle CARE, qui est un modèle de comptabilité écologique et sociale d'Alexandre Rambaud avec Paris Dauphine, AgroParisTech, le soutien de l'UNESCO, quelques autres grands acteurs. C'est extrêmement intéressant. C'est d'autant plus intéressant. Alors aujourd'hui, on l'expérimente sur des parties, c'est comme un laboratoire. Hein, donc, mais c'est extrêmement intéressant parce que c'est un modèle français qui ne donne pas un prix à la nature. C'est contrairement à certains modèles anglo-saxons, et ça Philippe Zawati pourra peut-être avoir des éclairages qui me seront d'ailleurs très utiles, mais contrairement aux modèles anglo-saxons que j'ai la chance de pouvoir rencontrer, par exemple le Global Partnership de Business et Biodiversité de l'ONU, il y a une tendance, un peu comme le crédit carbone, à vouloir faire un second marché en donnant un prix au carbone ou à la biodiversité ou à du sol. Et une fois qu'on s'est débrouillé avec ça en donnant un prix qui était en quelques dizaines d'euros par kilo, je dirais, c'est presque de la tripaille. Derrière, ça permet de faire des manipulations financières rapides. Moi, je pense que ça, c'est pas une bonne idée. Alors que ce que propose le modèle CARE, que je trouve très futé, c'est d'inscrire au passif des choses, des bilans, d'inscrire au passif un certain nombre de choses qui sont à protéger. Comme un capital financier qu'on doit protéger d'un actionnaire, on doit protéger aussi dans le passif le capital naturel. Et à ce moment-là, on est attentif, on est soucieux de protéger le capital naturel, donc de rendre à la terre ce qu'on lui a pris, par exemple, en termes agricoles. Et donc, je trouve qu'on a aujourd'hui des modèles français qui deviennent extrêmement intéressants et on y travaille. Super, merci Claude. Une question aussi à tous les trois sur l'histoire des ressources à affecter à tout ça. Donc, en haut à droite, selon vous, quels sont les avantages ou les inconvénients d'une organisation intégrée, raison d'être et RSE, ou d'une coordination entre les deux? Estimez-vous qu'il faille une équipe dédiée pour suivre la mise en œuvre de la raison d'être ou de la mission? Je rappelle à tous que quand il y a une mission, il y a un comité de mission. Un comité de mission, ça s'anime. Donc, quelque part derrière, il y a forcément des ressources dédiées pour animer tout ça. Mais voilà, quel est votre point de vue sur cette question-là, Xavier, Philippe et Claude? En tout cas, moi, je peux parler de mon expérience. Tout dépend des organisations d'entreprise. Enfin, il n'y a pas de. En tout cas, chez nous, ce qu'on voit tout à fait se réaliser, c'est qu'aujourd'hui, c'est vraiment, on est comme disait Séverine, je crois, ou peut-être Anne Cattel-Cantric que vous avez interviewé, on est en post RSE. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est bien nos marques, nos grands départements qui ont complètement intégré dans leurs objectifs SMART et autres, mais dans leur manière de projeter leur stratégie, qui ont intégré ces dimensions-là. Donc,
on a beaucoup plus d'acteurs dans les métiers, experts responsabilisés pour faire avancer la chose. Et nous, on coordonne en centrale, mais on est dans un groupe de 18 000 personnes, on est 5 en centrale. Donc, je veux dire, on est très peu nombreux et notre vocation n'est pas de grandir. Notre vocation, c'est qu'il y a vraiment une appropriation par les grands métiers et les grandes marques avec des centres d'expertise. Toute l'industrie prend en compte tout ce qui est question énergétique pour tout le monde. Enfin, donc, on est vraiment dans une mutation de la représentation même qu'on a de ce type d'animation. Bon, évidemment, il y a un comité de mission, évidemment, tout ça doit quand même être animé. Il y a un rapport des PEF, des déclarations de performance extra-financière, mais qui va aller de plus en plus dans une rencontre de la déclaration financière. Enfin, dire tout ça devient le management, la gouvernance de l'entreprise. Aussi que on parle beaucoup d'équipes. Bon, il faut évidemment des équipes dédiées. Je partage complètement ce qui a été dit là, c'est-à-dire le fait à la fois qu'il faut que ça soit partout et puis qu'il y ait un besoin de centralisation parce qu'il faut d'animation, de comité de mission, etc. Je rajouterai juste un point, c'est le rôle des dirigeants qui me paraît absolument clé aussi. Enfin, je veux dire, c'est pas étonnant d'ailleurs si la communauté des entreprises à mission au démarrage s'est construite autour des patrons des différentes entités. Je crois que ça doit être porté par un comité de direction, par un top management c'est la raison d'être de l'entreprise. Donc, c'est la raison d'être de ses dirigeants. Xavier, tu veux dire un mot? C'est pour compléter notamment ce que dit Philippe et aussi Claude. Nous, on a mis en place, juste en termes de gouvernance, on a mis en place en 2002, je crois, à l'origine, un comité, alors, je vais le dire CSR, donc RSE, puisque c'est connu, c'est un terme connu. Et quand on a créé en 2013 la mission, 50% de l'agenda comité RSE, CSR, était dédié au pilotage de la mission. Naturellement. Ça s'est fait naturellement. Ça n'a pas été un sujet à côté, ça a été un sujet commun qui nécessitait une animation, une vigilance. Et oui, une équipe aussi, pas forcément extrêmement nombreuse de pilotage, avec ce binôme que je forme avec Jan Varagan, et une équipe autour pour animer et piloter la démarche. Et après, on a SME, on a des postes, on a des directeurs de mission dans certains pays où c'est possible d'activer tous les leviers, puisqu'on est aussi sur un marché assez réglementé, celui de la santé visuelle. Donc, c'est toujours, dès qu'on est confronté au terrain, on adapte après la gouvernance opérationnelle. Voilà. Il y a les deux niveaux. Super. Merci beaucoup, Xavier. Je regarde, il est 10h28, donc on va faire un peu de cosmopolitesse. Je suis absolument confuse qu'on n'ait pas pu répondre à tous les post-it, mais voilà, on va respecter notre timing. Je voulais encore remercier tous ceux qui sont encore là, donc vous êtes encore à peu près 80. Et puis surtout, merci à Philippe, Xavier et Claude de s'être prêtés au jeu de cette matinée digitale derrière nos écrans, mais avec un grand soleil. Voilà, donc la publication est en ligne. J'espère qu'on aura l'occasion de tous se voir en vrai dans des mois qui ne seront pas trop longs. Et voilà, donc avec joie et avec plaisir. Et n'oubliez pas de vous acheter CJ La Mer de Cynthia Fleury, parce qu'on a un compte rendu à faire à Claude. Voilà, donc un grand merci à tous et à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Très bonne journée. Au revoir. Bonne journée à vous. Au revoir.